Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, vous l'avez dit, la crise dure et elle est dure. Dans cette période, il y a trois priorités. D'abord, agir dans l'urgence, vous l'avez rappelé. Prioriser, parce qu'on doit faire des choix. Et puis ne pas oublier l'investissement pour l'avenir. Agir dans l'urgence, notre groupe, depuis le début de cette crise sanitaire, est solidaire des actions qui vont dans le sens du soutien aux secteurs, en particulier les secteurs économiques, touristiques, culturels, sportifs, associatifs, qui sont les plus durement frappés. Et vous nous trouverez à vos côtés à chaque fois que, vous avez rappelé un certain nombre de dispositifs, via l'Agence de développement par exemple, à chaque fois que la région intervient pour aider celles et ceux qui créent l'activité, pas uniquement dans le secteur privé d'ailleurs, n'oublions pas les secteurs publics et les secteurs associatifs, parce que dans cette période, nous devons nous serrer les coudes. Mais agir dans l'urgence, c'est aussi prioriser, c'est aussi reconnaître, avec un peu de modestie et d'humilité, quand les choses ne vont pas bien. À cet égard, la question du ferroviaire est éclairante. Bien entendu que la région n'est pas la seule responsable, mais enfin, reconnaissons que ce n'est pas avec une conférence de presse de M. Farandou que tout d'un coup, tous les trains sont à l'heure. Et le retour que nous font nos concitoyens, ça n'est pas exactement que nous serions sortis du Moyen-Âge ferroviaire. À vrai dire, on serait plutôt plus proche de la préhistoire. Ce n'est pas un sujet simple, mais ça n'est pas à coup de déclaration ou d'effet de communication qu'on le résoudra. Prioriser parce que nous avons aussi des sujets d'investissement majeurs. Alors on va parler tout à l'heure du contournement routier de Rouen, mais je voudrais quand même, ça a été fait tout à l'heure par notamment Céline Brulin et Laetitia Sanchez, rappeler que notre région souffre aussi d'une désindustrialisation de sites économiques majeurs, je pense à Chapelle Darblay, Vallourec, qui appellent un soutien régional puissant. Et ne nous y méprenons pas, la région, à ce jour, est au rendez-vous. Nous travaillons bien ensemble pour soutenir absolument les représentants syndicaux à Chapelle Darblay. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous allons, vous le savez, il y a un contre-la-montre sur Chapelle Darblay. Nous avons une date limite à fin juin. Nous savons qu'on a un propriétaire qui est un Finlandais, UPM pour ne pas le nommer, qui n'est pas forcément ni le plus agréable, ni le plus disposé à faciliter la reprise. Il serait quand même absurde, totalement absurde, et j'espère que tout le monde pourra se retrouver sur ce point, que le site où c'est inventé le papier 100% recyclé, le site industriel le plus pertinent pour développer l'économie circulaire demain, soit un site qui, en Normandie, ferme. Et donc, je voudrais insister sur ce point parce que nous comptons, nous, élus régionaux, j'espère de tous bords, sur la région pour être au rendez-vous. Si on peut mettre d'un coup de baguette magique 50 millions de plus pour faire une autoroute, j'espère que le soutien financier régional ne sera pas le facteur limitant pour reprendre ce qui est au cœur de l'économie de demain, non pas seulement pour la Normandie, mais pour la France tout entière. Et puis prioriser, c'est aussi savoir renoncer à des projets qui ne sont pas appropriés. Et là, je ne veux en citer qu'un seul, peut-être qu'on en citera d'autres tout à l'heure, mais nous aurons un débat, c'est le D-Dayland. Nous vous avons déjà alerté, nous ne sommes pas les seuls, ça n'est pas une question politicienne, c'est une question de mémoire, c'est une question d'histoire. Quand vous avez des représentants de vétérans américains, de vétérans anglais qui vous disent ne faites pas ce projet, la moindre des choses, c'est de les écouter. Prioriser et donc, et c'est mon dernier point, agir pour l'avenir. Et ce qui nous a frappé dans votre intervention, qui comprend encore une fois des éléments sur lesquels nous pouvons nous rejoindre, mais ce qui nous a frappé, et c'est le risque que je voudrais pointer ce matin, c'est le risque de l'isolement de la région Normandie. Isolement dans sa relation avec l'État. Les ports ont été cités. Les contractualisations. Nous ne sommes pas un pays fédéral.
Si nous voulons avancer sur les grands projets de notre territoire, nous avons besoin, à vrai dire, au moins d'un duo, si ce n'est un trio, c'est-à-dire la région, l'État et souvent aussi l'Union européenne. Regardez par exemple la question ferroviaire sur Serqueux-Gisors, cela avance, tant mieux, et c'est un projet qui est porté par la région avec l'État et l'Union européenne. À l'inverse, quand on n'avance pas ensemble, on n'avance pas du tout. Et sur les contrats de plan, nous partageons, j'ai déjà eu l'occasion de le dire en privé, en public, votre point de vue sur l'enseignement supérieur. Mais nous avons néanmoins besoin d'avancer sur les autres éléments. De la même façon qu'en 2015, vous aviez qualifié cela, je le cite, d'une mascarade. Enfin, nous avions quand même signé un contrat de plan interrégional. Bon, la mascarade est tellement une mascarade qu'on essaye d'en refaire un. Bon, je passe. Mais aujourd'hui, il n'est toujours pas là, le contrat de plan interrégional. Or, on peut quand même considérer que pour avancer sur la vallée de Seine, et puis beaucoup plus largement sur les coopérations, nous savons que la majorité des flux économiques de personnes se font entre notre région et l'Île-de-France, c'est tout à fait naturel et compréhensible. Eh bien, nous avons besoin d'une meilleure coopération et pas d'un isolement de notre région vis-à-vis de notre voisine francilienne. Je prends juste un exemple, il a déjà été cité d'ailleurs, sur le Saut de Mouton. La métropole Rhône-Normandie, avec toutes les autres intercommunalités, ont voté le financement, le soutien. Enfin, il y a une collectivité qui décide de ne pas le financer alors que c'est chez elle. C'est la région Île-de-France. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Alors, évidemment que ce n'est pas votre seule responsabilité, mais je voudrais quand même poser ce débat dans cet hémicycle. Est-ce que c'est normal, est-ce qu'on peut parler d'une bonne coopération avec la région Île-de-France, quand sur ce sujet qui est non seulement majeur pour nous, pour tant d'habitants de la Normandie, mais aussi pour tant d'habitants d'Île-de-France, eh bien, on nous dise, grosso modo, allez vous faire voir, parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est ça que ça veut dire, le non-financement de l'Île-de-France sur le Saut de Mouton à Saint-Lazare. Et puis, toujours un isolement, je voudrais mentionner un fantôme qui n'est pas dans cet hémicycle, mais qui est peut-être quelque part entre Giverny et le Haras du Pin, qui s'appelle le G6. Parce que dans la crise, on aurait besoin d'une meilleure coopération entre la région et les départements. Les départements sont quand même la collectivité exemplaire sur, en tout cas compétente, exemplaire je ne sais pas, sur la question des solidarités. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du G6, d'ailleurs avant les élections régionales en 2015, et puis un petit peu après aussi. Et puis ça s'est étiolé, ça s'est évanoui, peut-être dans les jardins de M. Monet. En tout cas, on n'en entend plus parler, et nous le regrettons parce que nous avons besoin de cette coopération aussi, et la dernière des choses dont nous avons besoin, c'est de l'isolement, là encore, régional. Isolement aussi avec d'autres régions. Vous avez parlé de la Bretagne tout à l'heure à propos de l'enseignement supérieur, on aurait pu, et d'ailleurs ça avait été fait dans des mandats précédents, en ex-Basse-Normandie, développer des coopérations avec des régions frontalières, parce qu'on a beaucoup d'habitants qui vivent aux marches de notre région, et qui, à vrai dire, ne connaissent pas ses frontières, mais s'intéressent beaucoup à la liaison entre Alençon et Le Mans, par exemple, ou entre le Sud-Manche et la Bretagne. Pour ne prendre que deux exemples, je pourrais parler du Tréport avec la Somme. Prioriser, ne pas s'isoler, et enfin, ne pas s'isoler non plus par rapport aux enjeux de ce siècle. Le premier d'entre eux, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Beaucoup de territoires, et pas des territoires extrémistes, pas des territoires idéologisés, je veux parler de régions entières en Europe du Nord, je veux parler d'autres villes, comme Nantes par exemple, ont déclaré l'état d'urgence climatique. Ont lancé des programmes très ambitieux au plan régional, beaucoup plus ambitieux qu'ici, sur la lutte contre l'artificialisation des sols, par exemple. Je rappelle que la région Normandie est la 4e région de France pour l'artificialisation des sols, pour protéger notre biodiversité, pour, ça a été dit par Laetitia Sanchez, rénover les logements. On sait que le mur financier sur la rénovation thermique des logements est un mur immense. Nous avions lancé la démarche, elle a été arrêtée, c'est dommage, en fin de mandat précédent sur le tiers financement, c'est-à-dire un outil qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est peut-être pas approprié, mais qui visait quand même à essayer de lutter contre cette précarité énergétique. Nous voulons simplement vous dire que voilà des priorités non seulement pour aujourd'hui dans l'urgence, mais pour l'avenir. Les énergies marines renouvelables, souvenez-vous dans cet hémicycle, votre premier discours, votre première intervention, c'était il y a donc 5 ans. En janvier 2016, le mot énergie marine renouvelable n'était même pas prononcé.
Vous avez avancé depuis, il y a des choses qui ont été faites, et tant mieux, vous avez amplifié des choses qui avaient déjà été lancées, vous en avez construit des nouvelles. Voilà une priorité absolue pour notre territoire, et pas uniquement pour le bord de mer, parce que l'Hinterland, les territoires ruraux, les grandes villes qui sont à l'intérieur des terres, peuvent être des bases arrières d'enseignement supérieur, de recherche, de BTS, de qualification, de formation. Mais ce que je voudrais dire à travers ce point-là, c'est pas juste expliquer que la terre brûle et qu'il ne faut pas regarder ailleurs. Et je voudrais vraiment convaincre les élus de notre majorité, et je sais que certains sont déjà convaincus de cela, c'est que cet enjeu écologique, c'est pas juste un enjeu écologique. C'est le premier déterminant de notre compétitivité, de notre attractivité économique pour demain. Les ports d'Europe du Nord l'ont bien compris. Pourquoi les ports d'Europe du Nord sont à la fois ceux qui utilisent 3 fois, 4 fois moins de camions que nous et ceux qui font 3 fois, 4 fois plus de tonnage que nous? Pourquoi? Pourquoi sont-ils meilleurs que nous sur le plan écologique et sur le plan économique? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dirigés par des méchants et des affreux socialistes écologistes? Par des affreux et des méchants déclinistes adeptes d'une décroissance forcenée? Mais pas du tout, parce qu'ils ont simplement compris que dans notre mondialisation, et avec eux tant de régions du monde, le vrai facteur d'une compétitivité durable, c'est la transition écologique. Et notre région a tous les atouts pour aller dans ce sens-là. Mais tant que nous ne l'aurons pas compris dans les actes, c'est-à-dire inscrits comme au cœur, bien sûr que des choses sont faites. Je ne veux pas être mal compris, bien sûr que des choses sont faites. Mais est-ce que c'est au cœur de notre projet? Honnêtement, je pense que nous pouvons et que nous devons faire beaucoup plus. Vous voyez le sens de notre propos. Le risque dans cette situation d'urgence, ça n'est pas l'absence de solidarité des groupes politiques, car nous serons au rendez-vous quand c'est urgent, quand c'est nécessaire pour nos concitoyens. Nous l'avons été ces 12 derniers mois, à chaque fois que c'était nécessaire. Le risque pour notre région, c'est le risque d'isolement, d'être déconnecté. Déconnecté des territoires, des départements, déconnecté des territoires frontaliers, l'Île-de-France en premier lieu, les autres régions avec, notre pays lui-même, l'État, car on peut être en désaccord avec l'État, mais dans notre France, nous avons besoin de travailler avec lui. Et d'être déconnecté, surtout, des enjeux du siècle. Monsieur le Président, chers élus de la majorité, s'il vous plaît, considérez que cet enjeu de la transition n'est pas une lubie, n'est pas une conjoncture, n'est pas une idéologie. C'est tout simplement un impératif écologique et une force positive pour le développement de notre économie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Marguerite.